Le protectionnisme n'est pas mort. Il revient même au cœur des stratégies économiques des grandes puissances. Et avec Donald Trump, ce retour prend une tournure offensive spectaculaire et potentiellement déstabilisatrice pour l'économie mondiale. Donald Trump a réactivé l'outil tarifaire à une échelle rarement vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à 145% de droits de douane sur certains produits chinois, menaces de taxation généralisée sur les importations, puis revirements tactiques comme le moratoire de 90 jours annoncé récemment. Ces décisions ne relèvent pas simplement de la communication électorale ou du rapport de force diplomatique. Elles traduisent une refonte profonde de la doctrine commerciale américaine avec des implications majeures sur le fonctionnement de l'économie mondiale. Ce retour du protectionnisme peut-il réellement répondre aux déséquilibres commerciaux des États-Unis? Peut-il conduire à une réindustrialisation durable ou renforcer la souveraineté stratégique? Ou risque-t-il au contraire de générer de nouvelles distorsions, des inefficacités économiques et une fragmentation commerciale globale? C'est ce que nous allons analyser en croisant les données économiques, les précédents historiques et les dynamiques géopolitiques en cours, et en nous appuyant sur les principales théories du commerce international, de Ricardo A. Krugman, pour comprendre les ressorts de ce virage stratégique. Pour bien comprendre, il faut replacer ces décisions dans une perspective historique. Trump n'invente pas le protectionnisme américain. Dès le 19e siècle, les États-Unis ont utilisé les tarifs douaniers pour protéger leur industrie naissante. Et en 1930, la loi Hawley-Smoot a imposé des hausses massives de tarifs, avec des effets catastrophiques sur le commerce mondial en pleine Grande Dépression. Plus récemment, lors de son premier mandat, Trump avait déjà lancé une série de taxes sur l'acier, l'aluminium, puis sur plus de 370 milliards de dollars de produits chinois, déclenchant une guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances mondiales. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur et le contexte. Un monde post-Covid, marqué par les pénuries et la fragmentation des chaînes de valeur. Une inflation persistante, une tension géopolitique renforcée avec la Chine, la Russie et les BRICS. Trump entend donc accélérer la rupture avec le libre-échange, en assumant un repli stratégique. Il rompt ainsi avec le consensus de Washington des années 1980 à 2000, qui prônait libéralisation, déréglementation et globalisation des échanges. Nous assistons au retour d'un mercantilisme d'État où le commerce devient un outil de puissance, non plus d'efficience. De plus, il ne s'agit plus uniquement de protéger les industries à faible valeur ajoutée comme l'acier ou le charbon. Les nouvelles cibles sont technologiques, batteries, semi-conducteurs, intelligence artificielle. Ce que certains appellent un protectionnisme technologique. Trump justifie sa politique par 4 objectifs économiques principaux. D'abord, réduire le déficit commercial. Les États-Unis importent bien plus qu'ils n'exportent, notamment vis-à-vis de la Chine. Ce déséquilibre est ancien et structurel. Les tarifs de 2018-2020 l'ont légèrement réduit à court terme, mais sans transformation durable. Les flux se sont souvent redéployés vers d'autres pays. Pour Paul Krugman, le déficit commercial n'est pas une pathologie en soi. Il résulte de l'écart entre l'épargne et l'investissement nationaux. Tant que les États-Unis maintiendront leur statut de pays émetteurs de la principale monnaie de réserve mondiale, ils attireront des capitaux et afficheront des déficits extérieurs. Autrement dit, ce déficit est la contrepartie d'une demande mondiale de dollars. Une autre lecture, plus budgétaire, est défendue par l'économiste Steve Hanke. Selon lui, le déficit commercial américain est d'abord le reflet d'une insuffisance d'épargne, provoquée par une consommation trop élevée des ménages et parfois de l'État. Tant que les Américains consommeront au-delà de leurs moyens, ils importeront davantage qu'ils n'exportent, alimentant ainsi un déséquilibre structurel dans leurs échanges. Les deux approches ne sont pas contradictoires. Elles reflètent 2 angles différents sur une même réalité, celle d'un pays dont la demande interne dépasse la production nationale, et qui doit donc compenser cette différence par des importations. Deuxième objectif, réindustrialiser l'Amérique. Trump place ce rééquilibrage commercial au cœur de son projet économique. Il veut relocaliser les usines, revaloriser l'industrie et réduire la dépendance étrangère. Dans les faits, quelques relocalisations ont eu lieu, mais elles sont restées marginales, souvent limitées à des secteurs comme l'acier ou les équipements lourds. Or, la théorie des rendements d'échelle croissants montre que les industries se concentrent là où les économies d'agglomération sont les plus fortes. Reconstituer un écosystème industriel nécessite des infrastructures, de la recherche et des compétences. Les tarifs seuls n'y suffisent pas. Troisième objectif, créer des emplois industriels. Là encore, le bilan est contrasté. Les emplois créés dans les industries protégées ont parfois été annulés par des pertes dans les secteurs utilisateurs, notamment dans l'automobile. Quatrième objectif, renforcer la souveraineté économique. Cet objectif a gagné en légitimité depuis la pandémie.
La dépendance en médicaments, en composants électroniques ou en métaux stratégiques est devenue une préoccupation majeure. Trump promet une Amérique autonome, moins vulnérable face aux puissances étrangères. Mais ses ambitions se heurtent à plusieurs limites économiques. Premier risque, l'inflation. Taxer les importations, c'est augmenter les coûts pour les entreprises et les prix pour les consommateurs. On estime que les mesures de 2018-2019 ont coûté environ 800 à 1000 $ par an à chaque foyer américain moyen. Et en période d'inflation déjà élevée, ces hausses pourraient avoir un effet contre-productif. Deuxième limite, l'impact sur les chaînes d'approvisionnement. Depuis 20 ans, les entreprises américaines ont externalisé une grande partie de leur production. Revenir en arrière est coûteux et lent. Des secteurs comme l'électronique, l'automobile ou la chimie dépendent toujours de composants venus d'Asie ou d'Europe. La théorie du commerce intra-firme montre comment les multinationales opèrent via des chaînes globales intégrées. Fragmenter ces chaînes entraîne des pertes de compétitivité et de productivité. Troisième limite, le manque de lisibilité pour les entreprises. Annoncer des hausses de tarifs puis décréter un moratoire de 90 jours crée de l'incertitude. Et l'incertitude est l'ennemi de l'investissement productif. L'économiste Robert Pindyck a montré comment cette incertitude agit comme une taxe invisible, poussant les entreprises à retarder leurs projets ou à les relocaliser à l'étranger. Enfin, il y a le risque de représailles. La Chine, l'Union européenne ou le Mexique peuvent répliquer, comme en 2018. Cela pourrait frapper l'agriculture, la tech ou l'aéronautique américaine. Le retour du protectionnisme américain pourrait aussi accélérer la reconfiguration du commerce mondial. Première conséquence, la fin du multilatéralisme. Les règles de l'OMC sont déjà affaiblies. En agissant unilatéralement, les États-Unis affirment leur puissance, mais au prix d'une perte de confiance. La coopération commerciale, autrefois centrale, est remplacée par des rapports de force. Les États-Unis bloquent depuis 2019 la nomination des juges à l'organe de règlement des différends de l'OMC, ce qui paralyse le système. Deuxième conséquence, la formation de blocs rivaux. D'un côté, le bloc occidental dominé par les États-Unis. De l'autre, un bloc sino-russe renforcé par les BRICS, avec des initiatives comme BRICS-P ou des accords commerciaux en monnaie locale. Le commerce mondial pourrait devenir plus fragmenté, moins fluide et plus conflictuel. La Chine développe ses propres accords. Le RCEP en Asie, la Belt and Road Initiative, des accords en yuan avec la Russie ou le Brésil. On assiste à une régionalisation du commerce, sur fond de dédollarisation rampante. Troisième conséquence, le commerce devient un outil géopolitique. Trump l'a bien compris. Le tarif douanier n'est plus seulement un instrument économique, c'est un levier stratégique. Mais c'est aussi une arme à double tranchant. Elle peut affaiblir des partenaires, mais aussi nuire à sa propre base industrielle. Le retour du protectionnisme sous Trump pose donc une vraie question. Est-ce une réponse adaptée aux défis économiques et géopolitiques du XXIe siècle? Ou bien un réflexe daté, contre-productif, dans un monde interconnecté où les interdépendances sont devenues systémiques? La réponse dépendra de la durée des mesures, de leur ciblage, mais aussi des réactions des autres puissances. Mais plus profondément, cette évolution révèle un glissement, du capitalisme libéral mondialisé vers un capitalisme politique, où l'État redevient stratège et où la résilience prime sur l'efficience. Ce qui est certain, c'est que le monde de l'après 2025 ne ressemblera plus à celui de l'après-guerre. Le libre-échange généralisé semble révolu.